Bonjour à tous, bonsoir même et bienvenue pour cette troisième conférence du cycle que nous vous présentons alors avec mes collègues du CRISP dont certains sont présents aujourd'hui. C'est évidemment un grand plaisir pour nous de rendre compte du résultat de la recherche que nous avons menée dans le cadre de l'écriture du numéro 2500 du courrier hebdomadaire, qui est la publication phare du CRISP, comme vous le savez. Et nous avons l'occasion à la fois de rendre compte du résultat de notre recherche et de notre publication que vous pourrez découvrir par ailleurs, mais aussi de tenter d'explorer d'autres pistes de réflexion suscitées justement par cette grande publication. Je vais, bien sûr, sans considérer que toutes les personnes ici présentes aujourd'hui ont assisté aux conférences précédentes, je vais quand même aller plus vite sur les antécédents, je vais dire, historiques et le contexte sociopolitique dans lequel se pose cette question que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'une tension au niveau institutionnel, au niveau des institutions belges, entre une dynamique bipolaire et une dynamique multipolaire. La dynamique bipolaire étant bien sûr renvoyant à l'opposition ou la cohabitation entre deux groupes de grandes communautés linguistiques et culturelles dans notre pays, néerlandophones et francophones, et une dynamique multipolaire qui s'inscrit plutôt dans une dynamique traditionnellement fédérale, où l'on sait qu'en Belgique, depuis un processus qui a été amorcé en 1970 et qui se poursuit aujourd'hui, on a assisté à l'émergence de différentes entités fédérées. À côté donc du niveau de l'autorité fédérale, du pouvoir fédéral central, on a assisté à l'émergence de diverses entités fédérées, ce qui implique évidemment qu'on s'inscrit davantage que dans une logique bloc contre bloc ou dualiste, dans une logique multipolaire. Mais il faut quand même rappeler, parce que c'est un élément aussi important à la fois de la sociologie de la Belgique, mais aussi de son cadre juridique, que la Belgique ne peut pas se réduire à ce clivage considéré comme principal à juste titre entre francophones et néerlandophones, et que la Belgique est au contraire un État et une société qui se sont construits sur différents clivages, qui ont structuré la société à différents moments de son histoire. Pensons au clivage Église-État qui a été particulièrement prégnant, donc un clivage de nature confessionnelle opposant particulièrement au XIXe siècle, mais pas exclusivement les libéraux et les catholiques, au clivage possédant-travailleur qui a donné naissance à la fin du XIXe siècle à la naissance d'un parti ouvrier belge qui demeure à ce jour tant au nord qu'au sud du pays sous une autre forme, d'éventuels nouveaux clivages que nous devrions inventer aujourd'hui avec une transformation des enjeux qui se posent à nos sociétés dans un contexte mondialisé, avec l'émergence notamment de la question écologique qui a pris son essor à la fin du XXe siècle, disons à partir des années 70, et qui se pose aujourd'hui avec une acuité encore plus forte vu les périls qui pèsent sur les équilibres climatiques ou les équilibres au niveau de la biodiversité. Mais dans la théorie du clivage, il y a ce clivage qu'on appelle centre-périphérie qui a acquis, il est vrai, au cours de l'histoire de la Belgique, un caractère dominant et qui implique puisque l'on parle du mariage belge entre néerlandophones et francophones, où on envisage les modalités du divorce belge selon une dynamique classiquement bipolaire,
et parce que la Belgique est, depuis plusieurs décennies, un État fédéral, est devenue une Belgique fédérale fondée sur une multiplicité d'entités fédérées. Ça, c'est au niveau juridique. Et au niveau plus sociologique, c'est un pays dans lequel on trouve aussi des identités multiples qui ne sauraient être ramenées à cet axe francophone-néerlandophone, avec des identités bruxelloises, germanophones de plus en plus affirmées, et même des identités locales, comme on le sait, qui subsistent dans les différentes régions du pays. Alors, l'objectif que je vous propose aujourd'hui, je vous propose en réalité quatre objectifs à travers cette présentation. Je poursuis d'abord un premier objectif qui est de vous offrir une vue panoramique sur la complexité de cet entrelacement en Belgique entre dynamique bipolaire et multipolaire. Je voudrais aussi indiquer, et cela s'inscrit évidemment dans la droite ligne de la publication La Belgique, un État fédéral singulier, qui procède à la comparaison entre le fédéralisme en Belgique et dans d'autres États fédéraux à travers le monde. Je voudrais montrer que cette tension entre bipolarité et multipolarité est certainement une des singularités fortes du modèle belge, du modèle du fédéralisme tel qu'on le retrouve en Belgique. Et puis, montrer dans une troisième partie, comme vous le verrez, si nous avons le temps, que cette tension n'est pas seulement au cœur de l'architecture institutionnelle de la Belgique telle qu'on la connaît, mais qu'elle imprègne aussi les réflexions et les débats qui ont lieu au sujet de son avenir. Et enfin, dernier élément, j'espère au cours de cette conférence ce soir pouvoir peut-être tordre une idée commune, tordre le cou à une idée commune que j'entends souvent, qui serait que la Belgique serait d'une part sociologiquement bipolaire ou se vivrait comme bipolaire uniquement, mais qu'elle serait pourtant organisée de façon multipolaire à travers une multiplicité d'entités fédérées. En réalité, et c'est un élément de la complexité du sujet de ce soir, on voit que cette tension entre dynamique bipolaire et multipolaire se retrouve tant au niveau sociologique qu'au niveau juridique. Alors, pour parvenir à atteindre ces différents objectifs, je vous propose aujourd'hui, comme cela avait été annoncé, un exposé en trois parties. On va d'abord revenir sur cette tension entre bipolarité et multipolarité d'un point de vue sociologique, en m'appuyant évidemment sur notre publication et sur les conférences qui ont déjà été données par Cédric Istas et Jean Faniel. Ensuite, je suis juriste de formation et j'essaierai de déployer les caractéristiques de cette tension sur le plan plus strictement juridique, en nous penchant donc sur le système institutionnel de la Belgique tel qu'il résulte après d'une dynamique de réforme de l'État qui s'étale sur plus de 40 ans. Et puis, j'envisagerai la question de l'avenir de la Belgique et j'essaierai de nouer cette question avec la question institutionnelle, ce qui nous amènera à avoir une ouverture vers des réflexions davantage de philosophie politique. Alors, j'essaye d'être bref puisque c'est quelque chose qui a été rappelé longuement et bien mieux que je ne pourrais le faire par mes collègues pendant les premières conférences, mais il est vrai que la Belgique, lorsqu'elle naît, à la suite de la Révolution de 1830, est une monarchie constitutionnelle, ce qu'elle est toujours, qui adopte à l'époque la forme d'un État unitaire. Alors, je pense que c'est important de revenir sur cette distinction parce qu'elle est vraiment élémentaire, mais parfois un peu difficile à saisir. Donc, au départ, la Belgique est un État unitaire et elle optera pour la forme fédérale, ou en tout cas, elle deviendra un État fédéral
bien plus tard, mais pendant la plus grande partie de son histoire, entre 1831 et 1970, la Belgique est un État unitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a sur le territoire de la Belgique qu'un seul pouvoir législatif et exécutif, c'est-à-dire que les attributs de la souveraineté, comme on les appelle, sont exercés par une seule entité juridique. Un État fédéral, par contre, est un État dans lequel on procède à une division de ces attributs de la souveraineté, avec une logique qui est davantage une logique horizontale que verticale, dès lors qu'on considère les pouvoirs respectifs, les compétences respectives de ce qu'on appelle l'autorité fédérale, donc le niveau du pouvoir central, et les entités fédérées. Alors, une autre caractéristique qui a été explicitée par Cédric Istas lors d'une précédente conférence, c'est la dimension centrifuge ou de dissociation que l'on retrouve en Belgique. Alors, ce n'est pas le seul cas de fédéralisme de dissociation qu'on retrouve dans l'histoire ou à travers le monde, mais en tout cas, il y a un certain nombre de caractéristiques que nous détaillons dans notre publication qui expliquent que c'est une singularité également de la Belgique, d'autant que la plupart des États fédéraux procèdent plutôt d'une dynamique inverse qui est centripète ou d'association. Et point à rappeler, et sur lequel je vais revenir plus en détail, c'est ce passage au fédéralisme. Je l'appelle passage parce qu'il ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est fait en plusieurs étapes. Ce passage au fédéralisme est, dans notre pays, une manière de résoudre un différend linguistique et culturel qui s'est accéléré, parfois envenimé au cours de l'histoire politique de notre pays. Il s'est envenimé parce que on a assisté en réalité au moment où l'État belge naît et au moment où la Constitution est adoptée en 1831, alors que paradoxalement c'est une constitution très libérale à différents niveaux et qu'elle exprime notamment le principe de la liberté linguistique dans le champ social. On assiste en réalité, on observe une domination de la langue française et d'élites francophones qui se traduit sur le plan sociologique, bien sûr, mais également sur le plan juridique, notamment parce que les textes de loi et la Constitution elle-même ne sont disponibles qu'en français. En tout cas, au départ, évidemment, cette question connaîtra des évolutions par la suite, et en particulier parce que dans le courant du XIXe siècle naît un mouvement flamand qui a des revendications principalement dans le domaine linguistique à l'époque et qui souhaite un traitement égalitaire de la langue flamande ou néerlandaise par rapport au sort qui est celui du français qui reste la langue de référence au sein de l'appareil d'État. Il y a également, comme mes collègues l'ont expliqué, un mouvement wallon qui est d'essor plus tardif et qui a des demandes qui seront différentes, et en particulier qui se fondent plus sur des demandes de type économique liées au territoire afin de permettre d'obtenir une certaine autonomie dans le domaine économique. Alors, je fais un peu de l'histoire politique de Belgique au bulldozer, vous m'excuserez ça, mais il faut aller vite pour passer à la suite de l'exposé. En tout cas, ce mouvement flamand, même s'il va être ralenti à différentes étapes de l'histoire du pays, notamment après les deux guerres mondiales, va connaître des victoires qui sont provoquées en quelque sorte par l'instauration du suffrage universel masculin
en 1919, qui était plutôt d'ailleurs une revendication qui provenait du mouvement socialiste, mais qui va fortement, vu la démographie du pays, va fortement bénéficier au mouvement flamand. Ce changement du rapport de force au sein des institutions d'un État encore unitaire et centralisé va lui permettre d'obtenir un certain nombre de victoires, et un point de fixation du contentieux communautaire va être ce qu'on appelle le clichage de la frontière linguistique par des lois qui sont adoptées en 1962 et 1963, majorité flamande contre minorité francophone. À ce moment-là, on a cette carte qui a déjà été projetée, mais que je montre à nouveau, car elle montre l'émergence de blocs linguistiquement homogènes, alors qu'auparavant, on avait une frontière linguistique qui était mobile et qui dépendait aussi du résultat de certains recensements linguistiques contre lesquels le mouvement flamand a évidemment plaidé, notamment pour éviter que la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais pas uniquement, que la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'étende au-delà de ses frontières. Alors c'est intéressant de montrer dans cette perspective historique qui est la mienne actuellement que l'on vient d'une situation qui est bien différente au départ, à la naissance de l'État, qui est plutôt celle d'une mosaïque linguistique, et le fait de structurer, d'organiser l'État autour de régions linguistiques, qui ne sont pas des régions au sens constitutionnel du terme, au sens de régions en tant qu'entité fédérée, mais qui sont des manières d'organiser le territoire de façon administrative, est une évolution qui est bien sûr particulièrement importante. Alors il y a un certain nombre d'événements sur lesquels je ne vais pas revenir en détail, mais qui vont alimenter, accélérer ce différend communautaire et la nécessité de trouver une solution pérenne, la plus stable possible, pour stopper ces conflits, ces querelles communautaires. L'affaire de Louvain, je l'évoque parce que c'est une affaire qui est particulièrement emblématique et qui est importante sur le plan symbolique, mais aussi politique, puisque c'est à l'occasion de cette affaire de Louvain, à sa suite, que le Parti social-chrétien, qui était le parti dominant, spécialement au nord du pays, mais qui était organisé sur une base nationale comme l'ensemble des partis des trois grandes familles politiques traditionnelles à l'époque, se scinde en un parti néerlandophone et un parti francophone, et ce mouvement va être suivi avec quelques années d'intervalle par les deux autres familles politiques, socialistes et d'abord libérales et ensuite socialistes. C'est dans ce contexte, finalement, et d'ailleurs, à cette occasion, finalement, au moment de la scission de ces acteurs extrêmement importants dans le paysage politique belge que sont les partis politiques, que l'on va avoir l'émergence de cette notion de famille politique, qui nous semble aujourd'hui très, très naturelle, mais en réalité, les partis étaient organisés sur une base nationale précédemment, et on peut suivre évidemment l'histoire des relations entre les partis qui, des deux côtés de la frontière linguistique, appartiennent à la même famille politique. Ici, en l'occurrence, je mets en évidence deux publications récentes, assez récentes, de Benjamin Biard, notre collègue du CRISP, sur les familles sociales chrétiennes et libérales. Alors, il y a d'autres éléments dans la société à ce moment-là qui nourrissent
sur le plan sociologique une fracture, une division, un éloignement croissant entre les deux grandes communautés linguistiques et culturelles du pays. Ce n'est pas la une de la Libre Belgique de 1970, évidemment, mais beaucoup plus récente. Mais je trouve ça intéressant de souligner que l'enseignement va subir un sort à partir des années 60, parce qu'il va d'abord y avoir au sein du gouvernement central national une dissociation administrative au niveau de l'enseignement. Puis ensuite, on va même prévoir des ministres distincts qui sont en charge de l'enseignement au nord et au sud du pays. Et ensuite, lorsque, suite à la première réforme de l'État en 1970, on crée les communautés culturelles, ce qu'on appelait les communautés culturelles qui deviendront les communautés. On décide de leur confier d'abord finalement assez peu de compétences en matière d'enseignement. Comme l'avait dit Jean-Luc Dehaene, c'est une boutade qui revient souvent, en 1972, parce que c'était le moment où on a communautarisé tout l'enseignement, sauf l'enseignement, puisqu'il y avait tellement d'exceptions qu'il restait finalement peu de compétences qui relevaient des communautés culturelles. Il faudra attendre 1989 pour qu'on ait une vraie communautarisation presque totale de l'enseignement. Je dis presque totale puisque, par exemple, l'âge de l'obligation scolaire reste une compétence, c'est une exception, c'est une compétence de l'autorité fédérale. Et il y a d'ailleurs une loi récente sur le sujet qui a abaissé le seuil d'obligation scolaire. Mais la réforme des rythmes scolaires, on le sait à présent, elle relève évidemment... C'est une réforme qui peut être décidée en toute autonomie par la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, comme on l'appelle aujourd'hui, ou comme elle s'appelle aujourd'hui, ce qui a parfois suscité des résistances de la part de la population qui trouvait étrange qu'on légifère de cette façon sur un sujet aussi important. À l'époque, il y a d'autres éléments qui sont importants pour, outre l'enseignement, pour la constitution d'une identité au sein d'un État, notamment la place des médias, avec une séparation qui se fera aussi progressivement. D'abord, on scinde en deux ailes linguistiques l'INR, entre RTB et BRT. Et lorsque l'on crée les communautés culturelles, évidemment, c'est une des premières compétences qui est communautarisée. Et je cite ces deux exemples, évidemment, pas par hasard, puisque souvent le domaine de l'éducation, celui des médias, est présenté comme un facteur d'unité au sein d'un État divisé sur une base linguistique. Présenter en même temps la sociologie de la Belgique depuis sa naissance comme impliquant des querelles communautaires qui concerneraient uniquement les francophones et les néerlandophones, et bien sûr une vision qui en soi est schématique, puisqu'on sait que dans ce pays il n'y a pas uniquement deux communautés linguistiques et culturelles, mais trois, avec 30 000 personnes à l'heure actuelle qui font partie de ce qu'on appelle la communauté germanophone, mais qui a choisi une autre appellation comme vous le voyez ici, et qui est assise aussi sur des traditions, sur un folklore. Ici, c'est le carnaval d'Eupen que je vous mets à l'écran, et l'existence aussi d'une identité bruxelloise qui a beaucoup évolué au cours du temps, et avec l'émergence, dit-on, c'est en tout cas documenté d'une certaine façon, d'une identité bruxelloise qui est propre, qui se caractérise par son caractère métissé et cosmopolite. Et ici, je mets encore une image d'une sorte de carnaval, en tout cas un folklore bruxellois qui a émergé au début des années 2000, la Zinneke Parade, qui, comme son nom l'indique, montre bien la volonté de définir cette identité bruxelloise en devenir par rapport au caractère métissé et pluriel de sa population. Et puis,
sur le plan sociologique, la pluralité de la société belge provient aussi de l'existence des clivages dont je parlais tout à l'heure, dont certaines, dont on peut se poser la question avec Vincent de Corbiter dans le numéro 2000 d'ailleurs, qui a précédé notre publication de 2500 en tout cas comme numéro particulier de la collection du Courrier hebdomadaire. On peut se poser la question des liens entre partis politique en Belgique et l'existence de ces différents clivages que je citais tout à l'heure, mais ces clivages eux-mêmes traversent la société et impliquent, comme on le dit souvent, d'accompagner au moyen d'une série d'institutions les individus du berceau à la tombe, mais ça implique également, ça marque aussi la sociologie du pays qui peut sentir, par exemple dans un mouvement de jeunesse, des affinités avec un mouvement qui s'inscrit dans une tradition ou dans une autre. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au moment où la question, le processus de réforme de l'État est entamé en 1970, c'est ici Gaston Eyskens qui parle au moment de l'annonce de la première réforme de l'État en 1970, donc à la Chambre des représentants. Il est clair que c'est pour régler, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tenter de résoudre un conflit qu'on appelle communautaire, linguistique, entre deux grandes communautés. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre, et c'est ce que je vais faire dans cette partie, l'articulation particulièrement complexe entre cette bipolarité des institutions et cette multipolarité dans le fédéralisme belge. Alors, cette complexité, elle a bien été exprimée, je trouve, par le constitutionnaliste Marc Verdussen récemment, qui était interrogé par une commission mixte Chambre des représentants Sénat sur la question de l'évaluation des différentes réformes de l'État depuis 1970, où il indique qu'on atteint en quelque sorte les limites de la rationalité pour comprendre le système institutionnel de la Belgique, et que cet enjeu de lisibilité de nos institutions n'est pas seulement un enjeu technique, mais qu'il touche à la question même de la démocratie. C'est pas moi qui le dis, c'est un constitutionnaliste aguerri qui connaît lui très bien les méandres de notre système institutionnel, mais qui s'alarme, avec d'ailleurs plusieurs de ses collègues, et ça ne date pas d'aujourd'hui, de cette complexité qu'on observe. Alors, il est vrai que je tente de résumer les choses, et ça me servira de structure dans cette partie plus juridique, qu'on observe au sein du fédéralisme belge, des institutions fédérales qui finalement relèvent d'une logique plutôt bipolaire, parce qu'elles sont organisées autour d'un axe communautaire, francophone-néerlandophone. Au niveau des institutions fédérées, des entités fédérées, on observe plutôt une dynamique multipolaire, mais qui s'avère très complexe et qui est marquée par l'asymétrie institutionnelle pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Et puis, finalement, on pourrait se dire, eh bien, on a donc une logique plutôt bipolaire au niveau des institutions qui relève de l'autorité fédérale et une logique plutôt multipolaire en ce qui concerne les entités fédérées, mais en réalité, on observe une articulation particulièrement complexe aussi entre ces deux dynamiques, et je le montrerai en m'appuyant sur des institutions très concrètes comme la monarchie, le Sénat, pour voir qu'il n'y a pas d'un côté des institutions bipolaires et de l'autre des institutions multipolaires, mais plutôt une articulation, un enchevêtrement entre les deux logiques. Alors,
ces institutions fédérales plutôt bipolaires, finalement, elles ont été mises en place, pour la plupart, au moment de la première réforme de l'État. La première réforme de l'État survient en 1970, comme l'a rappelé Cédric Istas dans une précédente conférence, ça devait être la seule et unique réforme de l'État, donc on espérait vraiment, en créant ce qu'on appelait alors la Belgique des communautés et des régions, on ne parlait pas de fédéralisme, on espérait vraiment stabiliser le système et régler les querelles communautaires une fois pour toutes. Et on a créé en tout cas, sans doute, pour répondre au choc qu'avait été l'adoption des lois linguistiques en 1962-1963, majorité flamande contre minorité francophone, même si les choses sont un petit peu plus complexes dans la réalité du vote, on a voulu éviter que se reproduise un tel schéma. Et par ailleurs, au nord du pays, le mouvement flamand et ses relais politiques obtenaient évidemment d'autres choses dans le cadre de cette première réforme de l'État, comme la création des communautés culturelles. On y reviendra. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on crée au sein des deux chambres que compte le Parlement fédéral, des groupes linguistiques. Et ces groupes linguistiques, il faut remarquer qu'il n'y a pas de groupe linguistique germanophone. Il y a un groupe linguistique francophone, un groupe linguistique français, un groupe linguistique néerlandais. Et cette division qui est extrêmement importante à l'époque va permettre de mettre en œuvre d'autres mécanismes. Le mécanisme des lois spéciales. Il faut savoir que en Belgique, il n'y a pas que dans la Constitution qu'on trouve les règles qui posent le cadre institutionnel de l'État, mais c'est aussi dans un certain nombre de lois spéciales, comme on les appelle, qu'on va retrouver les règles qui concernent les compétences des communautés et des régions. Il y a une loi spéciale particulière pour la région bruxelloise et les institutions bruxelloises. Et ces lois doivent doivent être votées selon des majorités renforcées. C'est-à-dire qu'une loi ordinaire est votée à la majorité simple et une loi spéciale, elle, requiert que 2/3 des voix soient réunies tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat, plus la majorité au sein de chaque groupe linguistique. Alors c'est un mécanisme qu'on assimile souvent à une sorte de droit de veto pour un certain nombre de règles particulièrement importantes dont dispose chaque communauté linguistique, et au niveau fédéral plutôt évidemment les francophones qui sont minoritaires au sein des institutions fédérales. Alors c'est important de souligner que ce mécanisme qui est donc instauré en 1970 n'est pas le même que celui qu'on retrouve, et cette fois depuis la création de l'État belge, puisque les conditions pour adopter, pour réviser la Constitution sont différentes, puisqu'il suffit d'obtenir 2/3 des voix à la Chambre des représentants et au Sénat, en sachant qu'évidemment, ce n'est pas facile forcément à obtenir, mais il ne faut pas une majorité dans chacun des groupes linguistiques, avec cette particularité qu'on a donc des lois spéciales qui sont donc inférieures dans la hiérarchie des normes, qui en réalité obéissent à des règles de majorité qui sont encore plus strictes que celles qui sont prévues pour modifier la Constitution. Mais il faut ajouter immédiatement qu'en réalité, la procédure pour réviser la Constitution est plus complexe, plus stricte encore, pour des raisons qui tiennent à la nécessité de déclarer les articles ouverts à la Constitution pour les 3 branches du pouvoir constituant, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, la Chambre des représentants et le Sénat, ce qui provoque des élections. Donc en quelque sorte, les assemblées existant au niveau fédéral doivent se faire harakiri pour provoquer des élections qui, après, permettront de réviser la Constitution et uniquement les articles qui ont été indiqués dans la déclaration de révision constitutionnelle. Donc vous voyez, il y a un mécanisme ici qui n'existe pas dans le cadre des lois spéciales. Alors à côté de ce droit de veto qui
donc concerne les règles élémentaires dont la Constitution dit qu'elles doivent être adoptées selon une majorité spéciale. On a aussi un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de la sonnette d'alarme, qui est prévu dans la Constitution, qui n'a pas beaucoup été utilisé, mais on dit qu'il a un effet dissuasif, puisqu'il permet tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat, si 3/4 des membres d'un groupe linguistique considèrent qu'un projet législatif porte gravement atteinte aux relations entre les communautés, eh bien, le dossier, la patate chaude, on pourrait dire, est transmise au Conseil des ministres qui devra, en réalité, dans les faits, même si juridiquement il n'y a pas d'obligation de trouver une solution, soit le Conseil des ministres trouvera une solution, soit il tombera et ça conduira à de nouvelles élections. Donc on a un mécanisme aussi protecteur de la minorité francophone, mais qui pourrait aussi, dans une certaine configuration, profiter ou être utilisé par les néerlandophones, qui est instauré en 1970. Pourquoi renvoyer la patate chaude dans le cadre de l'utilisation éventuelle du mécanisme de la sonnette d'alarme implique qu'on devra trouver une solution au sein du Conseil des ministres, et pourquoi ça impliquera aussi que les deux grands groupes au sein de celui-ci se mettent d'accord? C'est en raison notamment de la règle de la parité qu'on instaure en 1970. Alors, c'est plus tardivement qu'on indiquera qu'il faut au maximum 15 membres au sein du Conseil des ministres au niveau fédéral, mais en réalité, un mécanisme qui est déjà prévu en 1970, là je vous mets la Constitution dans son état actuel, c'est qu'il faut au sein du Conseil des ministres autant de ministres d'expression française et d'expression néerlandaise, sauf éventuellement le Premier ministre, donc qui sera considéré comme neutre sur le plan linguistique afin de permettre une surreprésentation d'un cadre linguistique au sein du gouvernement. Alors, je me reprends en expliquant tout cela parce qu'il ne faut pas confondre le Conseil des ministres et le gouvernement fédéral, puisque au sein du gouvernement fédéral, on va aussi trouver les secrétaires d'État. Les secrétaires d'État, eux, ne sont pas tenus par cette règle et c'est généralement une manière de rééquilibrer les équilibres linguistiques. Alors, il faut savoir, puisque là, j'évoque un certain nombre de mécanismes qui sont conçus selon une dynamique bipolaire ou dualiste, que les germanophones, finalement, ne sont pas du tout considérés dans cette disposition. On se pose même la question, les juristes se demandent ce qui se passerait s'il y avait un ministre germanophone, est-ce qu'il faudrait le comptabiliser dans un volet linguistique du gouvernement. Alors, je pourrais faire une autre conférence, en tant que juriste, ça serait très intéressant, pour montrer que cette règle de la parité qu'on trouve au Conseil des ministres, on la retrouve aussi dans la plupart des grandes institutions qui existent au niveau fédéral. La Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, avec ces deux sections. Le Conseil d'État, en réalité, a deux sections. Une section de législation qui joue un rôle de conseiller de l'autorité fédérale et de nos entités fédérées concernant un certain nombre de textes législatifs ou réglementaires qu'elles prennent, et une juridiction administrative, la plus haute juridiction administrative du pays, c'est la section du contentieux administratif, mais il y a des règles qui organisent une stricte parité. Et s'il y a des chambres, par exemple au Conseil d'État, il y a des chambres néerlandophones et francophones, et il y a une assemblée réunie qui, elle, est strictement paritaire sur le plan linguistique. On retrouve, c'est exposé dans notre publication à laquelle je vous renvoie, des règles plus ou moins similaires à la Cour des comptes et au Conseil supérieur de la justice, qui est une institution qui est née plus récemment dans l'histoire politique de la Belgique, et notamment après l'affaire du Trou, dans les années 90. Là, je parle d'institutions qui existent au niveau fédéral. Il faut savoir qu'elles ne font pas partie, certaines sont des juridictions qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire en Belgique.
le pouvoir judiciaire a cette particularité en Belgique d'être organisé encore au niveau fédéral, très largement. Il y a quelques petites exceptions, mais c'est une des particularités qu'on a pu rencontrer dans le cadre de notre recherche, puisqu'il y a de nombreux États fédéraux à travers le monde où on organise le pouvoir judiciaire au niveau des entités fédérées, ou en tout cas, il y a un pouvoir judiciaire qui est organisé à la fois au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées. Il y a une organisation plutôt territoriale des juridictions de cette pyramide judiciaire. Donc on retrouve quand même la division linguistique et même territoriale au sein du pouvoir judiciaire. Et là, à la Cour de cassation, on va trouver aussi des règles qui organisent une certaine parité, puisque la Cour de cassation est la plus haute juridiction de la pyramide judiciaire et rend des arrêts qui concernent l'ensemble du pays. Alors, ce que je voudrais que nous retenions, parce que c'est finalement le plus important, c'est que ce sont des mécanismes, tous ces mécanismes instaurés au niveau de l'autorité fédérale en 1970 sont extrêmement importants. Ils régulent la vie politique en tout temps et pas uniquement en période de crise. Le fait que le gouvernement que le Conseil des ministres soit paritaire, allié à d'autres règles centrales en droit constitutionnel, comme la règle de la collégialité, de la solidarité gouvernementale, cela fait que même s'il y a des conflits évidemment communautaires qui peuvent surgir, il y a une sorte de gestion continue des tensions communautaires au sein de cet organe. Alors, ce sont des mécanismes qui sont, contrairement à d'autres qu'on retrouve plus au niveau des entités fédérées, qui sont restés assez stables au fil du temps, alors qu'ils sont en fait assez uniques au monde. On ne retrouve pas des mécanismes comme ceux-là, sous cette forme-là, en tout cas dans les autres États fédéraux que nous avons étudiés. Et puis, pour les comprendre, il faut aussi comprendre d'autres caractéristiques de l'État en Belgique, ou de la sociologie du pays au niveau politique, comme par exemple le mode de scrutin, qui implique un scrutin proportionnel, qui implique donc que divers partis, formations politiques sont représentés au niveau fédéral et de plus en plus tendanciellement avec le temps, et aussi la place des partis politiques, puisqu'on parle d'une particratie en Belgique pour montrer l'importance des partis politiques qui sont organisés, en tout cas pour les partis de gouvernement, pour la plupart sur une base linguistique, ce qui est évidemment un élément important. Alors, je poursuis cette analyse plutôt à la tonalité plutôt juridique des institutions de notre pays pour montrer que les entités fédérées, elles sont plutôt inscrites dans une dynamique multipolaire, mais qui est complexe, particulièrement complexe, et qui est génératrice de nombreuses asymétries. Alors, de nouveau, c'est une carte qu'on projette souvent pour montrer le résultat finalement, ou ce que pourrait être le résultat des 6 réformes de l'État, avec la création de 3 régions et de 3 communautés, avec ces particularités sur lesquelles mes collègues ont déjà insisté, d'une superposition territoriale des compétences et de ces entités fédérées. Puisqu'il est quand même important de rappeler qu'une des particularités du choix qui a été fait dès 1970, mais qui n'a été mis en œuvre que progressivement par la suite, c'est de créer en Belgique 2 types d'entités fédérées, les communautés et les régions. Dans la plupart des États fédéraux à travers le monde, on trouve un seul type d'entité fédérée. En Suisse, dont parlera Caroline demain, des cantons, des États aux États-Unis. Donc c'est une particularité de la Belgique d'avoir créé 2 types d'entités fédérées, ce qui était une manière évidemment de répondre à des demandes qui n'étaient pas les mêmes du côté du mouvement flamand et du mouvement wallon. Le mouvement flamand réclamait plutôt, pour des raisons historiques,
que j'ai expliqué tout à l'heure, une autonomie sur le plan linguistique et culturel, alors que le mouvement wallon réclamait plutôt une autonomie sur le plan économique. Mais finalement, on aurait pu décider qu'un seul type d'entité fédérée allait assumer ses compétences soit communautaires, linguistiques, culturelles d'un côté, soit régionales et liées à un territoire de l'autre. Mais en réalité, le problème de Bruxelles a fait que pour finalement éviter une cogestion des Bruxellois par les deux autres entités fédérées et pour permettre aux Flamands de garder un lien aux Flamands de Flandre avec les Flamands de Bruxelles, on a décidé de créer ce système unique au monde d'une superposition entre deux types d'entités fédérées, l'une à la nature plus territoriale, la région, et l'autre à la tonalité plus personnelle, une communauté de personnes appartenant à un groupe linguistique et culturel. Excusez-moi, j'avais expliqué ça plus rapidement ici. Alors, bon, finalement, malgré ces difficultés que je viens de rappeler, les choses sont encore relativement simples, pourrait-on se dire. On a en Belgique 3 communautés et 3 régions, et c'est d'ailleurs ce qui ressort de la lecture de la Constitution, puisque les premiers articles de la Constitution nous amèneront à cette conclusion, si on ne va pas plus loin, qu'il y a en Belgique un État fédéral qui est composé de 3 communautés et de 3 régions. En réalité, c'est plus complexe que cela, et c'est ce qui explique, il y a plusieurs sources à cette asymétrie, cette complexité du paysage institutionnel au niveau des entités fédérées dans notre pays. Tout d'abord, une grande simplification institutionnelle qui a eu lieu en Flandre dès l'origine, en tout cas pas en 1970, mais en 1980, lorsque on fait les réformes, la deuxième réforme de l'État qui va permettre de créer les régions, en tout cas la région wallonne et la région flamande. Il faudra attendre encore quelques années pour qu'advienne la région de Bruxelles-Capitale. Mais une simplification importante est faite en Flandre, qui n'est pas une fusion des institutions, comme on dit parfois un peu trop rapidement, mais une décision qui est prise pour que la communauté flamande exerce, les institutions de la communauté flamande, gouvernement et parlement, exercent les compétences de la région. Ce qui va entraîner toute une série de conséquences, notamment sur le plan budgétaire, puisqu'il va y avoir un budget unique qui va être géré par les mêmes organes, et une simplification qui rend la situation beaucoup plus lisible au nord du pays, même si juridiquement, on a encore 2 personnes de droit public différentes, communauté flamande et région flamande. Alors, une autre source de difficultés, c'est évidemment, j'en ai déjà un peu parlé, la situation à Bruxelles, où on n'est pas... la création des institutions bruxelloises en 1989, après quelques années où le problème bruxellois avait été mis au frigo, on ne peut pas simplement créer une région de Bruxelles-Capitale, on crée également une autre entité fédérée dès l'origine, qui est la Commission communautaire commune, qui va, puisque les 2 communautés flamandes et communautés françaises exercent leurs compétences toutes 2 sur le territoire de la région bruxelloise, eh bien, il va falloir créer une entité fédérée qui va pouvoir être compétente pour les institutions qui offrent des services à des personnes qui peuvent appartenir qui sont soit francophones, soit néerlandophones, ou qui peut conférer directement des droits aux personnes, puisqu'on a évité, on en a parlé longuement lors des précédentes séances, d'instaurer des sous-nationalités à Bruxelles, ce qui aurait été une manière de régler le problème. Le paysage bruxellois est particulièrement complexe parce que dès l'origine de la création des institutions en 1989, on crée également une commission communautaire française qui n'a pas à l'origine le statut d'entité fédérée, et la Vlaamse Gemeenschapscommissie, qui est son équivalent pour les néerlandophones, qui sont 2 autorités décentralisées, donc qui sont des agences
qui relèvent l'une de la communauté française, l'autre de la communauté flamande, comme relais, si vous voulez, de ces deux grandes communautés sur les territoires bruxellois. Je vais expliquer pourquoi la Commission communautaire française est devenue par la suite une entité fédérée à part entière, ce qui ajoute une couche de complexité dans l'exposé, mais comme si la situation n'était pas encore assez complexe au niveau bruxellois, j'ai découvert en préparant cette conférence que récemment, les commissions communautaires françaises et néerlandaises avaient décidé de changer leur logo, où on met plus l'accent sur des éléments qui, pense-t-on, permettront au public de savoir plus facilement de quoi il s'agit. J'en doute encore un petit peu à l'heure où je vous parle. Alors, pourquoi il y a un troisième élément, après la simplification institutionnelle en Flandre et la complexité du paysage institutionnel bruxellois, il y a l'existence de transferts de compétences qui ont été faits, alors soit par la région wallonne vers la communauté germanophone pour répondre à une demande d'autonomie qui émanait de la communauté germanophone et qui, donc certaines compétences qui relevaient de la région wallonne dans des domaines liés au territoire ont été transférées à la communauté germanophone dans la région de langue allemande. Et puis, la communauté française, traversant de graves difficultés financières, et ça je ne vous parle pas de 2023-2022, mais en réalité des années 90, notamment dans le domaine de l'enseignement, où la communauté française était exsangue, une solution institutionnelle a été trouvée qui était de permettre aux francophones de faire entre eux des transferts de compétences où on transférait une partie des compétences exercées par la communauté française dans certains domaines, dans les matières dites personnalisables, soit à la région wallonne pour la région de langue française, soit à la COCOF, la Commission communautaire française, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. C'est pourquoi la COCOF est devenue à ce moment-là une entité fédérée, puisqu'on lui a transmis l'exercice de compétences qu'exerçait précédemment la communauté française, et la communauté française avait gardé une partie des moyens budgétaires pour surnager financièrement à l'époque. Alors, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, on a en fait une situation qui pourrait être claire, c'est-à-dire une logique plutôt bipolaire au niveau des institutions fédérales, de l'autorité fédérale dans le fédéralisme belge, et puis des institutions fédérées au niveau des entités fédérées qui sont plutôt inscrites dans une dynamique multipolaire, toutefois complexe et marquée par des asymétries. Mais on va voir qu'il y a en réalité également à considérer une articulation complexe entre ces deux dynamiques bipolaires et multipolaires, et que ces deux dynamiques sont donc particulièrement enchevêtrées. Alors, je vais donner des exemples pour un peu donner chair à ce constat. Je vais m'intéresser à la monarchie. Au Sénat, je vais un peu revenir sur le cas des institutions bruxelloises que je ne pouvais pas régler simplement en quelques slides, et vous m'excuserez évidemment pour le côté vraiment peu lisible de cette réalité institutionnelle bruxelloise, mais bon, c'est comme ça. Et un autre exemple qui est l'exemple du comité de concertation dont on a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire, alors que c'était un organe du fédéralisme belge dont on parlait peu précédemment. Alors, la place de la monarchie dans un État unitaire devenu fédéral, puisque c'est le cas de la Belgique. Alors, nous avons constaté que finalement, c'était une semi-singularité de la Belgique, puisqu'il y a d'autres monarchies à travers le monde, des monarchies constitutionnelles qui ont adopté la forme d'un État fédéral. Et par exemple, pour rester dans le giron des États démocratiques, des États du Commonwealth comme le Canada ou l'Australie,
qui ont pour souverain désormais le roi Charles III, qui règne aussi donc sur des États du Commonwealth, même si ce sont en réalité des démocraties constitutionnelles et que le roi n'y a pas un pouvoir effectif. Alors, en Belgique, la situation n'est pas tout à fait la même, puisqu'on a un roi ou bientôt une reine qui ont des pouvoirs assez limités, qu'on appelle plutôt prérogatives en temps ordinaire, c'est-à-dire de recevoir les membres du gouvernement, en particulier fédéral et en particulier le Premier ministre, pour les avertir ou leur donner des indications qui n'ont pas de force juridique, et chaque acte du roi doit être contresigné par un ministre constitutionnellement. Donc on est dans une pure situation de monarchie constitutionnelle, mais il y a un moment particulier de la vie institutionnelle où le roi retrouve un certain nombre de pouvoirs qui ne sont pas de simples prérogatives, c'est-à-dire au moins de pouvoir désigner en fonction du résultat des élections au niveau fédéral des personnalités qui vont tenter de former un gouvernement au niveau fédéral, une coalition solide dont on sait, c'est une tâche évidemment dont on sait qu'elle est rendue de plus en plus complexe en fonction de l'évolution des tensions communautaires et de l'éclatement par ailleurs du paysage électoral de notre pays. Alors, vous ne trouverez pas une telle photo concernant le niveau des entités fédérées. Il n'y a pas d'implication du roi lorsque l'on forme le gouvernement flamand, le gouvernement de la région wallonne, sur la base évidemment du résultat des élections, mais ce sont les partis politiques et leurs présidents qui prennent la main dans ce genre de situation sans implication du roi, même si les ministres présidents des différentes entités fédérées prêtent serment devant le roi au moment de leur nomination, mais ça reste une formalité. Mais les ministres, au niveau des entités fédérées, par exemple, ne prêtent pas serment devant le roi. Alors, tout ça pour dire que finalement, la situation de la monarchie a été marquée par l'évolution fédérale du pays et qu'on peut même considérer que le fait fédéral, l'évolution fédérale du pays sur un plan cette fois plus sociologique implique une certaine division dans la perception qu'on a de la monarchie, puisque la monarchie n'est pas considérée de la même manière, l'institution monarchique n'est pas considérée de la même manière. Au nord et au sud du pays, on perçoit un attachement qui est plus important du côté de la population au sud, tendanciellement au sud du pays qu'au nord du pays. Et on a aussi un certain nombre de formations politiques qui expriment leurs préférences républicaines. Je pense en particulier à la NVA, même si j'ai entendu récemment un ministre socialiste au sein du gouvernement fédéral, Pierre-Yves Dermagne, qui rappelait qu'il avait aussi une préférence républicaine marquée. Mais la différence, c'est qu'au nord du pays, ça s'inscrit aussi dans une évolution qui marque où l'avènement d'une nation flamande qui ne serait plus liée à une famille monarchique qui est souvent d'ailleurs perçue comme plus francophone que néerlandophone, cette évolution évidemment a joué. Alors, on voit donc que certaines institutions sont prises dans le développement fédéral du pays et c'est aussi le cas en particulier, on se penche sur cette question dans notre courrier hebdomadaire, la question du Sénat, qui est un exemple extrêmement intéressant où l'on voit un enchevêtrement entre les deux logiques, les deux dynamiques bipolaires et multipolaires que connaît la Belgique. Alors, à tel point que, en ce qui concerne le Sénat, ici on voit sa présidente actuelle et le président de l'Open-VLD, Egbert Lakaart, qui ont plaidé il y a quelque temps pour la suppression du Sénat dans le cadre d'une prochaine réforme de l'État.
considérant, ils ne sont pas les seuls, que le Sénat était une institution qui était devenue inutile dans le paysage institutionnel de la Belgique. Or, comme on l'a constaté, observé, dans la plupart des États fédéraux, l'existence d'une chambre haute, donc la chambre haute est le Sénat dans notre pays et la chambre basse, la Chambre des représentants, l'existence d'une chambre haute est généralement un dispositif, une institution qui permet de donner effet à ce qu'on appelle le principe de participation dans un État fédéral. Donc c'est un principe extrêmement important qui permet aux entités fédérées de participer à la vie politique nationale. Alors en Belgique, le fait d'avoir une chambre haute n'a pas été perçu en 1970 comme un levier pour réformer l'État et lui donner progressivement une structure fédérale. Ce n'est venu que plus tardivement, au moment de la 4e réforme de l'État dans les années 90 et au moment de la dernière ondade de la 6e réforme de l'État. On a profondément réformé le Sénat pour en faire véritablement une chambre, une assemblée des entités fédérées, où il y a maintenant une représentation plutôt proportionnelle qu'égalitaire des différentes entités fédérées que compte le pays au Sénat, même s'il reste une catégorie qui sont les sénateurs cooptés. Mais paradoxalement, il y a un paradoxe là qui marque l'évolution institutionnelle du Sénat qui explique que certains plaident pour sa suppression. Le Sénat a perdu la plupart de ses prérogatives à l'occasion de ces deux réformes. Si le Sénat reste encore impliqué lorsqu'il s'agit de modifier les structures de l'État, notamment au moyen du vote des lois spéciales dont j'ai parlé, ou lorsqu'il s'agit de réviser la Constitution, en réalité, tout ce qui concerne la politique ordinaire de l'autorité fédérale n'implique plus le Sénat en tant que tel. Il n'y a plus de contrôle politique du gouvernement fédéral devant le Sénat. Pourtant, dans d'autres États fédéraux, alors il y a des différences à cet égard, mais pensons par exemple à la situation des États-Unis. Le Sénat est une assemblée qui permet de rendre tout à fait effectif le principe de participation des entités fédérées, avec cette circonstance que le Sénat américain, dans le Sénat américain, tous les États ont 2 sénateurs sur un pied de totale égalité. Ça voudrait dire qu'on pourrait créer un Sénat où il y aurait, si on suivait ce modèle, 10 sénateurs néerlandophones, 10 francophones, 10 germanophones, ou alors, si on choisissait les entités fédérées régionales, on trouverait une autre configuration. Ce n'est pas le cas actuellement. L'évolution du Sénat montre la difficulté à intégrer le fait fédéral, l'évolution fédérale du pays dans les institutions du pays, ce qui s'explique par différents facteurs, évidemment, que j'ai évoqué tout à l'heure, l'existence des groupes linguistiques, l'existence de partis politiques qui sont scindés sur une base linguistique où il y a d'autres mécanismes donc dans le fédéralisme belge et le système institutionnel de la Belgique qui permettent une certaine représentation des communautés au sens sociologique du terme, francophone et néerlandophone. Alors, un autre exemple qui montre une articulation particulièrement complexe entre logique bipolaire et multipolaire dans notre pays, entre dynamique bipolaire et multipolaire. C'est un petit retour aux institutions bruxelloises pour rappeler que certes, si la région bruxelloise s'est vraiment inscrite dans une dynamique multipolaire, puisqu'elle a été la 3e région à recevoir ces institutions en 1989, on voit que la logique bipolaire d'opposition, dualiste d'opposition ou de conciliation des intérêts des 2 grandes communautés du pays se retrouve au sein des institutions bruxelloises, mais elle s'y retrouve, pour reprendre l'expression du politologue Mine Rochant, de manière inversée. La Bruxelles est une sorte de petite Belgique inversée, avec un certain nombre de mécanismes donc qu'on retrouve au niveau de l'autorité fédérale, qu'on retrouve
sous une forme quasiment identique ou un peu transformée au niveau des institutions bruxelloises, ordonnance à majorité spéciale, groupe linguistique, hein, comme on le voit sur la photo, sur la diapositive, parité au sein des organes exécutifs, et on trouve même, ce qui a fait dire à certains, à juste titre d'ailleurs, que les néerlandophones de Bruxelles étaient l'une des minorités les mieux protégées au monde. On trouve même des mécanismes supplémentaires. Je vous cite un exemple. Il faut par exemple, pour qu'ils se mettent en place, le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale doit avoir une majorité à la fois au sein du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais au sein du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, ce qui est une particularité qu'on ne retrouve pas au niveau de l'autorité fédérale. On peut avoir un gouvernement minoritaire dans un groupe linguistique à la Chambre des représentants, comme on le sait d'ailleurs, puisque c'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire politique récente de la Belgique. Alors, il y a un autre élément sur lequel je voudrais insister, qui montre que cette logique dualiste, bipolaire, imprègne quand même les institutions bruxelloises, dont j'ai dit que par ailleurs elles s'inscrivaient dans une logique bipolaire, c'est le statut un petit peu hybride de la région de Bruxelles-Capitale par rapport aux autres entités fédérées, par rapport aux autres régions tout simplement, mais aussi par rapport aux autres entités fédérées que compte le pays, puisque alors que les autres entités fédérées adoptent des décrets qui sont des normes de rang législatif, les normes de rang législatif adoptées au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, mais aussi au niveau de la COCOM, sont des ordonnances. Donc on a choisi de donner un autre nom à ces normes de rang législatif en 1989, à la demande plutôt des Flamands, mais ce n'est pas uniquement symbolique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques que je ne vais pas vous détailler ici sur le plan juridique qui expliquent cette place un peu inférieure des ordonnances de la région de Bruxelles-Capitale dans la hiérarchie des normes, même si en réalité, et ça on l'analyse précisément dans notre courrier hebdomadaire, ce caractère finalement de sous-région que certains auraient voulu donner à la région de Bruxelles-Capitale ne s'est pas vraiment matérialisé dans les faits. Et on voit que tant sur le plan, même s'il y a des différences sur le plan juridique, la région de Bruxelles-Capitale est une région à part entière qui a une activité législative dans le cadre de ses domaines, de ses compétences, où il y a une sorte de tutelle que pourrait exercer l'autorité fédérale sur certaines décisions qui n'est pas activée pour des raisons politiques. Et puis c'est la région de Bruxelles-Capitale, donc le fait même que ce soit la capitale non seulement du pays mais d'un certain nombre d'entités fédérées a été inscrit dans l'appellation même de la région afin de souligner le caractère particulier sui generis de celle-ci finalement dans l'architecture institutionnelle du pays. Alors je vais un peu rapidement, mais c'est pour montrer que si on considère différents niveaux, on a effectivement une articulation toujours intéressante entre ces deux logiques bipolaires, multipolaires, si on considère un certain nombre d'institutions. Alors là, j'ai parlé d'institutions qui existent au niveau de l'autorité fédérale, monarchie, Sénat. Je suis revenu sur le cas très particulier des institutions bruxelloises. Et à présent, j'en viens au rôle du comité de concertation, ce qui me permet d'attirer votre attention sur une partie du courrier hebdomadaire qu'on n'a pas beaucoup détaillé dans le cadre de ces conférences jusqu'ici, donc qui concerne les relations entre les composantes de l'État, les composantes de l'État étant à la fois les entités fédérées et le niveau de l'autorité fédérale. Donc, il y a toute une série de mécanismes qui prévoient une gestion de ces relations entre les entités fédérées, entre les composantes de l'État.
Le rôle du comité de concertation, ben, je l'ai dit, il est apparu pour le grand public au moment de la crise sanitaire. J'ai l'impression que précédemment, c'était un organe pourtant essentiel dans le fédéralisme belge depuis sa création au début des années 80, dont on ne parlait pas beaucoup, auquel on ne s'intéressait pas beaucoup. Et cette situation de crise qui a impliqué une articulation particulièrement complexe entre les compétences exercées au niveau de l'autorité fédérale et au niveau des entités fédérées, c'est cette occasion politique qui a mis en lumière ce comité de concertation qu'on appelait d'un petit surnom qu'on lui a donné, Codeco, qui n'existait pas précédemment. Alors on voit ici qu'il est composé de 12 membres. En réalité, ici, on voit la conférence de presse qui suivait les réunions du comité de concertation, parfois houleuses, où l'on voit le Premier ministre entouré d'un certain nombre de ministres-présidents, des ministres-présidents des entités fédérées qui ont participé à la réunion du comité de concertation. Il y a en réalité une composition assez particulière du comité de concertation, puisqu'il y a 6 membres du gouvernement fédéral et 6 membres des entités fédérées, qui est une parité qu'on ne retrouve pas dans les autres institutions de la Belgique, une sorte de parité entre autorité fédérale et entités fédérées. Et il y a une parité évidemment linguistique qu'on retrouve au sein de cet organe important et qui met de l'huile dans les rouages du fédéralisme belge. Alors, il met de l'huile dans les rouages du fédéralisme belge selon 2 grands axes. Alors, pendant le Covid, pendant la crise sanitaire, c'était plutôt la dimension des relations constructives entre les composantes de l'État, même si ce n'est pas toujours apparu comme toujours très constructif dans les relations interpersonnelles entre les responsables politiques qu'on voyait dans la photo que je viens de montrer. Mais en réalité, c'est bien ça. C'était de prévoir, de rendre possible une articulation des différentes compétences des composantes de l'État. Alors ça, c'est un premier volet qui implique aussi un volet plus institutionnel, avec la négociation d'accords de coopération, qui sont des espèces de... c'est l'équivalent des traités internationaux, mais à l'intérieur du fédéralisme belge. Ce sont des accords de coopération que peuvent signer 2 ou plusieurs composantes de l'État. Et puis, il joue un rôle aussi dans les relations défensives, ce qu'on appelle les relations défensives entre les entités fédérées, avec une distinction entre conflit de compétences et conflit d'intérêts, une notion qui est plutôt une notion juridique, et une notion de conflit d'intérêts qui est plutôt une notion politique. Alors, les conflits d'intérêts ont été utilisés en substance. Un conflit d'intérêts, c'est la possibilité, ça renvoie à la possibilité pour soit une assemblée d'une composante de l'État, entité fédérée ou autorité fédérale, soit pour un gouvernement au sein d'une composante, de signaler, de suspendre l'examen d'un projet législatif ou d'une décision qui est en cours d'adoption au sein d'une autre composante de l'État, donc de provoquer cette suspension au motif que ça nuit gravement aux intérêts d'une communauté. Alors, c'est un mécanisme qui est, contrairement à la sonnette d'alarme dont je parlais tout à l'heure, qui est un mécanisme qui n'est pas souvent actionné, les conflits d'intérêts, c'est une procédure qui est beaucoup plus courante et qui, par exemple, a été utilisée dans le cadre d'un des grands conflits communautaires qu'on a connus dans ce pays, c'est-à-dire la controverse qui a duré de longues années relative à la scission ou au maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Alors, c'est un exemple intéressant et c'est pour ça que je le mets en lumière ce soir, parce qu'il illustre mon propos. À partir de cet exemple, on va voir un entrelacement entre les logiques bipolaires et multipolaires qui sont caractéristiques
de l'architecture fédérale en Belgique. Tout d'abord, il y a une logique communautaire bipolaire bloc contre bloc qui va être appliquée, qu'on va observer au niveau de la Chambre des représentants. Puisque même si, évidemment, le conflit sur Bruxelles à Vilvoorde dure depuis de nombreuses années, suite à une décision importante, un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, il y a une volonté du monde politique flamand et des responsables politiques flamands de modifier la législation pour prévoir cette scission. Il se fait que, peut-être, c'est une chose que je me suis toujours dite, qu'on avait oublié, que c'était un élément particulièrement important de la paix communautaire, et donc il ne fallait pas une majorité spéciale pour modifier cette loi, il suffisait d'une loi ordinaire. Et donc en commission à la Chambre des représentants, un vote intervient, majorité flamande contre minorité francophone. Les francophones peuvent utiliser, donc c'est une logique bloc contre bloc, avec les francophones qui quittent d'ailleurs la salle au moment du vote. Mais il y a d'autres mécanismes qui peuvent être utilisés, puisque nous ne sommes plus en 1962-1963 au moment du vote que je vous ai rappelé tout à l'heure, qui a conduit à la fixation de la frontière linguistique. Il y a une série de mécanismes qui ont été instaurés depuis lors, et ils sont utilisés dans le cadre de ce conflit communautaire, ce grave conflit communautaire, notamment l'usage du mécanisme protecteur. Alors au niveau de l'autorité fédérale, en bout de parcours, on utilisera le mécanisme de la sonnette d'alarme. C'est la deuxième fois où il est actionné depuis sa création en 1970. Mais ce qui m'intéresse ici particulièrement, c'est l'utilisation de la procédure en conflit d'intérêts selon une dynamique à la fois bipolaire et multipolaire. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va constater que toutes les assemblées francophones du pays, au niveau de la région wallonne, de la communauté française et du Parlement bruxellois francophone, l'Assemblée de la COCOF, on va actionner une procédure en conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce que ça provoque à chaque fois une suspension pour un certain nombre de mois de la procédure d'adoption au niveau de la Chambre des représentants. Pourquoi multipolaire? Parce qu'en réalité, on va constater que la communauté germanophone elle-même va aussi initier une procédure en conflit d'intérêts, en considérant que c'est une affaire qui nuit gravement aux relations entre les communautés dans notre pays. Mais on va voir que les débats au Parlement de la communauté germanophone vont être différents. Ils ne vont pas s'inscrire dans une logique bipolaire, bloc contre bloc par définition, mais s'inscrire plutôt dans une logique plus fédérale. Et retour de la logique bipolaire finalement, puisque le gouvernement Le Terme 2 chute, on commence une des plus grandes crises, à l'époque ce sera la plus grande et plus longue crise de l'histoire politique de la Belgique, puisqu'il faudra, alors je me trompe toujours, 541 jours, dit-on parfois, 580 ? Donc il faudra longtemps pour que se mette en place le gouvernement, d'ailleurs où on aura un Premier ministre francophone pour la première fois depuis des décennies, Elio Di Rupo, et ce gouvernement se met en place parce qu'a été négocié précédemment une grande réforme de l'État, la 6e réforme de l'État, dans laquelle on trouve une solution concertée entre les deux communautés. Évidemment, ça n'a pas été de tout repos d'atteindre ce compromis qui règle la question de BHV. C'est la scission de BHV qui est décidée, mais il y a un certain nombre de compensations qui sont offertes aux francophones à cette occasion. Alors, si vous voulez tout comprendre sur BHV, un seul nom, Bernard Blaireau, qui avait eu cette formule magnifique au moment où la crise n'était pas encore résolue, que Bruxelles à Vilvoorde était la couronne d'épines de l'État fédéral belge. Je trouve ça vraiment une formule très parlante. Et puis, dans le courrier hebdomadaire, on a eu la chance qu'il nous propose des analyses de tous les aspects de ce grand compromis autour de BHV, ce qui est
quand même assez complexe au niveau juridique. Je ne vous conseille pas ça comme lecture de vacances. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, j'ai un peu débordé, mais en tout cas, je vais essayer d'être un peu plus bref sur cette partie, mais qui est une partie importante parce qu'elle va nous permettre, après s'être baladé dans les marécages institutionnels de la Belgique, d'un peu prendre de la hauteur. On a donc cette espèce de conclusion, de synthèse que je propose au terme de 6 réformes de l'État entre 1970 et les années 2010. Et on va, comme on le sait, sans doute vers une 7e réforme de l'État. On en parlera peut-être tout à l'heure ou encore demain. On a un fédéralisme consociatif sophistiqué, mais particulièrement complexe, qui est marqué donc par cette tension entre dynamique bipolaire et multipolaire. Alors, j'emploie le mot consociatif, qui est un petit peu un gros mot, un mot qui n'est pas très clair, et pourtant on qualifie la Belgique, la démocratie belge, de démocratie consociative depuis un certain nombre de décennies. Et donc, généralement, quand on parle de la Belgique, les politologues, voire les juristes, parlent d'un fédéralisme consociatif, parce qu'on voit avancer ces deux évolutions en parallèle. L'évolution fédérale qui implique donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de diviser les attributs de la souveraineté entre un certain nombre d'entités fédérées en créant un niveau d'autorité fédérale, l'autorité fédérale qui remplace ce qui était auparavant l'unique pouvoir central au sein d'un État unitaire. Et la notion de démocratie consociative renvoie à une autre caractéristique marquante du système belge, c'est-à-dire que c'est un État fragmenté, mais qui ne prétend pas transcender, où les institutions étatiques ne prétendent pas transcender en quelque sorte les divisions au sein de la société, par exemple sur le modèle français, mais où on assume beaucoup plus les divisions de la société, et où on les institutionnalise, et où on observe aussi sur le plan plus sociologique un rôle joué par les élites politiques qui jouent un rôle essentiel pour atteindre des compromis qui permettent de pacifier la société et de faire en sorte que chaque segment de la société, alors ça peut être selon différentes lignes de fracture, pas uniquement la ligne de fracture communautaire, ça peut être aussi la ligne de fracture socio-économique, que chaque segment de la société se sente représenté au sein des institutions de l'État. En Belgique, on a donc cet enchevêtrement de dynamique bipolaire, multipolaire, un fédéralisme consociatif qui est sophistiqué, mais dont on a vu, je parlais de la crise de 2010-2011, on l'a encore vu récemment en 2019-2020, qui ne parvient pas visiblement à permettre une stabilisation de la vie politique et simplement la formation d'un gouvernement fédéral. En tout cas, c'est arrivé 2 fois dans l'histoire récente de la Belgique. Et il semble donc que ce mécanisme, alors cette flèche qui va vers le futur d'un processus de réforme de l'État, en réalité ne parvient pas à atteindre son objectif naturel, c'est-à-dire stabiliser les institutions de l'État et pacifier la société, mais qu'il crée, qu'il nourrit les forces centrifuges qui sont présentes dans le pays, et ce que certains politologues appellent notamment les entrepreneurs régionaux pour désigner ces partis politiques ou ces acteurs de la société civile qui prospèrent justement sur l'existence d'un mouvement centrifuge
qui faudrait alors pour certains mener à son terme. J'ai l'impression que si on se tourne vers les acteurs politiques face à ce constat d'un mouvement centrifuge qui ne semble pas pouvoir être enrayé par le passage au fédéralisme, un certain nombre d'acteurs proposent d'accompagner ce mouvement centrifuge jusqu'à son terme, ce qui pourrait aboutir soit à une scission du pays, qui est envisagée par un certain nombre d'acteurs au nord du pays, comme on le sait, soit à la naissance d'un confédéralisme dont il est difficile de vraiment cerner les contours sur le plan juridique. Est-ce un fédéralisme approfondi ou un vrai confédéralisme qui implique la création d'États distincts sur le plan juridique, sur la scène internationale qui décident de s'associer, ou alors, par exemple, je pense aux déclarations récentes de responsables du CDNV, plutôt un fédéralisme approfondi. Alors, il y a plutôt du côté du sud du pays, mais pas uniquement, une autre réponse à ce constat que je viens de faire. C'est-à-dire que pour stabiliser le système, il faudrait peut-être simplement le simplifier. Et il y a notamment cette fameuse proposition de passer à une Belgique à 4 entités, qui est très présente dans l'espace public ces derniers mois et dernières années, ou alors à procéder à des transferts de compétences entre composantes de l'État, et y compris à des refédéralisations, comme on les appelle en Belgique, c'est-à-dire des transferts des entités fédérées vers l'autorité fédérale. Et c'est un discours qu'on entend aussi du côté de partis politiques au nord du pays, notamment l'Open VLD, ce qui permettrait de créer des blocs de compétences plus cohérents, homogènes, de gagner en lisibilité du système. Ou alors on a des acteurs qui prônent un retour à l'unitarisme, spécialement le président du MR, Georges-Louis Boucher, bien qu'il ne donne pas vraiment une consistance très, très forte à cette proposition. Sur le plan juridique, en tout cas, je ne suis pas au courant si c'est le cas. On observe aussi parfois, alors c'est différent, mais dans des débats, par exemple sur la manière de répondre à l'urgence climatique et de résoudre une gouvernance climatique dysfonctionnelle dans notre pays, il y a aussi des propositions qui sont faites par d'autres acteurs politiques qui visent à, alors on dit, refédéraliser les compétences climat. Alors c'est intéressant parce qu'en réalité, on pourrait considérer, c'est ce que certains constitutionnalistes font, que refédéraliser les compétences climat, vu l'ampleur de la crise climatique qui nous touche et qui nous attend, ça reviendrait en fait à revenir à l'unitarisme, parce qu'on ne peut pas imaginer une seule compétence dans notre État qui ne soit pas concernée directement par la crise climatique. Et si on veut replacer tous les leviers de l'action publique au bon niveau pour faire face à l'urgence climatique, en fait, il faudrait revenir à l'État unitaire, ce qui paraît une chimère. En tout cas, on voit que par rapport à la grille de lecture que je vous propose ce soir, on a plutôt des propositions qui s'inscrivent dans une dynamique bipolaire, qui a toujours été celle très prégnante au nord du pays, avec ce confédéralisme proposé par la NVA qui impliquerait en réalité, comme on le sait, une sorte de création de deux entités, de deux super-entités flamandes et que la NVA appelle wallonne, mais il vise plutôt les francophones, et de deux sous-entités bruxelloises et germanophones qui seraient compétentes dans certains domaines, mais qui seraient sous la coupole d'un État confédéral que la NVA appelle de ses voeux et dont seraient membres, en tout cas il y a un traité constitutionnel qui devrait être signé entre deux États, l'un francophone, l'autre flamand. Donc on a une vision bipolaire, on a plutôt une vision multipolaire qui va se retrouver dans ces propositions de Belgique à 4 entités ou à 4+1, où il y a différentes variantes qui circulent actuellement. Ou alors, finalement, une volonté de sortir de cette tension bipolaire, multipolaire, mais sans que ça ait beaucoup de consistance. Alors, pour terminer, en guise d'ouverture, je pense que ce qui est intéressant ce qu'on peut observer actuellement, c'est un déplacement de la question institutionnelle dans notre pays, comme dans d'autres pays, c'est-à-dire
que souvent la question institutionnelle s'est réduite en Belgique à la question de l'architecture institutionnelle, de qui est compétent pour quelles compétences, est-ce qu'il faut encore organiser de nouveaux transferts de compétences, dans quelle direction, etc. Est-ce qu'il faut simplifier les institutions, à une réflexion institutionnelle d'un autre ordre qui vise à répondre à une crise qu'on observe pas uniquement dans les États fédéraux, pas uniquement dans les États divisés sur une base linguistique comme la Belgique, mais dans l'ensemble du monde, la crise de la démocratie représentative, qui n'est pas seulement une vue de l'esprit de certains théoriciens, mais qui est constatée aussi dans des enquêtes d'opinion. Là, je vous cite 2 enquêtes relativement récentes, Bye Bye la démocratie et Noir Jaune Blues, qui ont fait l'objet, d'ailleurs pour la dernière d'entre elles, d'une analyse récemment par Caroline Segesser, que vous lirez si vous le souhaitez, mais où en tout cas, on voit que cette crise de confiance entre les citoyens et les élites politiques est quelque chose qu'on peut observer. Alors, cela implique dès lors, et je vous parlais d'une ouverture plus de philosophie politique, en fait, c'est la question de la démocratie qui est posée dans tous ces débats. C'est-à-dire quand Bart de Wever ou des cadres de la NVA parlent de l'existence de 2 démocraties dans notre pays, en réalité, il y a une volonté de réduire la question de la démocratie à sa dimension élective. Il y a 2 démocraties, pourquoi ? Parce que on ne vote pas de la même manière au nord et au sud du pays, et que donc une manière de résoudre cette crise de la démocratie, définie là par les mots du président de la NVA, mais ce serait de faire en sorte qu'elle ne soit plus enrayée par l'existence d'un État fédéral qui fonctionne mal, mais il faudrait ramener à la bonne échelle les institutions démocratiques et la crise de la démocratie serait résolue. Alors, du côté des acteurs politiques flamands, là je vous cite un président d'un parti important, le premier parti de ce pays jusqu'à nouvel ordre, mais au CRISP on n'a jamais réduit la notion d'acteur politique au président de parti évidemment et à la dimension institutionnelle de la politique. On a aussi d'autres voix qui s'élèvent en particulier au nord du pays, qui pensent la question institutionnelle différemment. Je pense en particulier à David Van Reybrouck, qui est un historien, un intellectuel bien connu au nord du pays, mais même internationalement, qui avait écrit ce livre contre les élections, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, et où il y a une volonté de retour aux sources de la démocratie, de la notion même de démocratie, en revenant à ses origines antiques et en utilisant le principe du tirage au sort pour intégrer pour renouveler la démocratie et ne plus la réduire à sa dimension élective. Alors, c'est cette autre manière de faire de l'institutionnel, cette façon de penser l'institutionnel autrement, on la retrouve à la fois dans des propositions pour instaurer des mécanismes de démocratie directe, et je ne vais pas en parler puisque Caroline demain nous parlera du cas de la Suisse où c'est évidemment sont des mécanismes qui sont extrêmement importants, ou alors quelque chose qui a eu beaucoup plus de succès pour diverses raisons en Belgique, d'introduire des mécanismes de démocratie participative et délibérative. Alors, je vais me concentrer sur ces derniers mécanismes qui renvoient en réalité à une série d'initiatives au départ spontanées, émanant de la société civile, et ensuite plus institutionnelles, qui ont visé à intégrer des mécanismes de démocratie participative et délibérative, ou de les institutionnaliser par la suite, mais il est intéressant de montrer que c'est une initiative qui a surgi d'abord comme une initiative spontanée des citoyens, puisque en 2011, des citoyens, 704 citoyens ont été tirés au sort et ont échangé au sujet de questions d'intérêt public, avec des groupes plus réduits qui ont été
par la suite organisé. Vous pourrez trouver tous les détails sur cette initiative c'était notamment David Van Reybrouck qui était derrière cette initiative. Il est intéressant de noter que dans notre pays, cette instauration de la démocratie délibérative qui implique que les citoyens peuvent participer et délibérer, le mot délibératif est important, au processus de prise de décision, dans le cadre du processus de prise de décision politique, a été instauré d'abord en communauté germanophone et ensuite a essaimé puisque on trouve désormais des commissions délibératives à la fois au niveau des institutions de la région wallonne où la possibilité existe, mais à ma connaissance, n'a pas encore été exercée. Cette possibilité n'a pas été exercée effectivement. On avait créé des panels citoyens aussi à différents niveaux de pouvoir, mais on a instauré, alors là, il y a eu des expériences qui ont été effectivement réalisées, des commissions mixtes entre des parlementaires et des citoyens tirés au sort au niveau des institutions de la région de Bruxelles-Capitale, avec des succès qui sont variés évidemment à ce stade. Mais on voit en tout cas que c'est une tendance qui monte en puissance actuellement et qui a également été envisagée par le gouvernement fédéral de Croo, même dans l'accord de gouvernement. On envisageait de créer les conditions d'un large débat démocratique sur l'avenir de l'État. Il est intéressant de constater qu'en réalité, il y a un projet de loi qui est actuellement en discussion à la Chambre des représentants, qui devra aboutir bientôt, et qui devrait permettre l'instauration de commissions mixtes également au niveau de la Chambre des représentants pour permettre des expérimentations de type délibératif au niveau de la Chambre des représentants, comme c'est le cas dans d'autres entités fédérées, mais aussi de discuter de l'avenir du pays, puisqu'il y a eu une initiative qui a été faite à ce sujet pour repenser, pour permettre aux citoyens de s'exprimer sur une plateforme qui a été mise en place par le gouvernement fédéral. C'était, je pense, au mois d'avril 2022. Cette expérience n'a pas été un grand succès public, mais on observe la volonté affichée par les ministres qui sont en charge de ces questions au sein du gouvernement fédéral d'utiliser ces débats, le résultat de cette enquête dans le cadre d'une réflexion sur l'avenir du pays, notamment dans le cadre de ces futures commissions mixtes qui seront organisées au niveau de la Chambre des représentants. Alors on voit bien que, en tout cas, c'est quelque chose une dynamique qui est intéressante à signaler, à pointer, parce qu'elle montre le fait que la question de l'institutionnel, des débats institutionnels et la question de la modification des principes sur lesquels repose notre démocratie est en cours, mais c'est une initiative qui est sans doute trop tardive et qui ne permettra sans doute pas de nous amener au moment qui s'annonce maintenant avec de plus en plus de précision, c'est-à-dire un nouveau grand round institutionnel, avec un vrai changement de méthode pour parler d'institutionnel et de réformes institutionnelles, comme l'avait annoncé l'accord du gouvernement de Croo. Donc il semble qu'à ce niveau-là, on risque de revenir à la bonne vieille méthode qui a souvent été utilisée dans notre pays pour réformer l'État, c'est-à-dire un processus assez opaque entre responsables politiques derrière des portes closes, avec un rôle prédominant joué par les présidents de parti, et que la volonté affichée par certains de permettre une implication citoyenne plus importante ne sera pas possible, en tout cas pour cette fois-ci, mais on voit que le débat a été initié ces dernières années, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc il y a différentes choses à pointer du doigt
à ce niveau-là. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'avais encore quelques... J'ai un peu débordé au niveau du temps, donc je préfère m'arrêter ici et laisser de la place pour la discussion. Merci beaucoup.